Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le Parlement européen a entamé une procédure d'1 mois visant à lever l'immunité de 2 députés que les enquêteurs belges veulent interroger dans le cadre du scandale de corruption surnommé le Qatargate. Cette affaire révèle que l'influence d'eurodéputés sur le Parlement aurait été achetée par le Qatar. Après la demande de la Belgique de lever l'immunité de l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino et du belge Marc Tarabella, tous deux membres des socialistes et démocrates de centre-gauche, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré hier que la commission des affaires juridiques du Parlement examinera les demandes et tentera de conclure dans un délai d'1 mois. Cela permettra au Parlement de voter lors de sa prochaine session plénière à la mi-février. Tarabella et Cozzolino, par l'intermédiaire de leurs avocats, nient tout acte répréhensible et se disent prêts à lever leur immunité et à répondre aux questions des autorités belges. L'eurodéputé grec Eva Kaili et l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, ainsi que 2 autres personnes, sont en détention en Belgique pour corruption et blanchiment d'argent en relation avec des paiements présumés du Qatar. Le Qatar et Kaili ont nié tout acte répréhensible, tandis que l'avocat de Panzeri s'est refusé à tout commentaire. Cette semaine, le Parlement européen choisira un membre pour remplacer Eva Kaili dans la fonction de vice-président et débattre du scandale. Et la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, démissionne. Accusée de bévue, elle demande au chancelier allemand de la démettre de ses fonctions. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Berlin a mis en place un fonds de 100 milliards d'euros pour que les forces armées allemandes soutiennent Kiev. Mais alors que la guerre fait rage, on reproche à Lambrecht de ne pas avoir réussi à remettre l'armée allemande en état. Les accusations se sont amplifiées le mois dernier lorsque plusieurs chars d'infanterie Puma ont été mis hors service lors d'un exercice militaire. Plus récemment, la ministre s'est attirée les foudres des réseaux sociaux pour un discours prononcé à l'occasion du Nouvel An. Dans cette vidéo, sa voix était à peine audible avec en fond le bruit des feux d'artifice qui crépitaient dans le centre de Berlin. En référence à la guerre, elle a évoqué des moments spéciaux avec des personnes intéressantes et formidables, ce que les critiques ont trouvé de mauvais goût. Et le mafieux le plus recherché d'Italie a été arrêté après 3 décennies de cavale. Matteo Messina Denaro est responsable d'attentats à la bombe et de meurtres très médiatisés dans les années 90, dont l'assassinat de 2 procureurs anti-mafia. Le Premier ministre italien salue son arrestation comme une grande victoire pour l'État. Des policiers armés ont arrêté le chef de la mafia le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, ce lundi dans un hôpital privé de Sicile. Le dénommé patron des patrons était en fuite depuis 30 ans. Denaro serait en traitement pour un cancer dans la capitale sicilienne. La première ministre italienne Giorgia Meloni a félicité les procureurs et la police, saluant l'arrestation comme une grande victoire pour l'État. Meloni a visité un monument dédié à l'un des 2 procureurs anti-mafia assassinés en 1992. Denaro a été condamné par contumace à la prison à vie pour son rôle dans ces meurtres. Il encourt également une peine de prison à vie pour son rôle dans les attentats à la bombe qui ont fait 10 morts et dans de nombreux autres meurtres commis dans les années 1990. Un expert en droit pénal a qualifié l'arrestation de Denaro d'événement important. Matteo Messina Denaro est le détenteur de secrets fondamentaux dans des matières très délicates, comme par exemple les raisons derrière certains des crimes mafieux les plus graves de l'éventuelle connivence entre les politiques et les chefs mafieux. Selon l'expert, l'arrestation de Denaro porte un coup puissant à la mythologie de Cosa Nostra. Après un moment d'appréciation de l'arrestation, la question suivante était: que se passe-t-il maintenant? La grande question est de savoir si Matteo Messina Denaro suivra ou non un chemin de collaboration ou de désolidarisation avec le monde dont il est issu. Denaro est originaire d'une petite ville de l'ouest de la Sicile et est le fils d'un chef de la mafia. En septembre dernier, la police a déclaré qu'il était toujours en mesure de donner des ordres concernant le fonctionnement de la mafia dans son fief régional. Mais son groupe criminel est confronté à plusieurs difficultés, notamment la concurrence sur le marché très lucratif de la drogue. Et le Royaume-Uni est devenu le premier pays de l'OTAN à fournir à l'Ukraine des chars de combat de fabrication occidentale. Bien que la promesse de 14 chars Challenger 2 semble modeste, les responsables ukrainiens espèrent qu'elle encouragera d'autres pays occidentaux à fournir des armes plus avancées. L'Allemagne en particulier est maintenant sous pression
pour autoriser l'exportation de chars de combat Léopard 2 vers l'Ukraine. Le Kremlin, pour sa part, a déclaré que ces nouvelles fournitures ne changeraient pas la situation sur le terrain. Alors que les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, le gouvernement britannique a confirmé qu'il serait le premier pays de l'OTAN à fournir des chars occidentaux à son allié. Un escadron de 14 chars, appelé Challenger 2, sera déployé sur le terrain dans les semaines à venir. Mais qu'est-ce que le Challenger 2 et quel impact peut-il avoir sur la guerre? Le Challenger 2 est ce qu'on appelle un char de combat principal, et il est spécifiquement conçu pour attaquer d'autres chars et véhicules blindés, comme on peut le voir ici lors d'exercices de l'OTAN il y a 2 ans. Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne s'est principalement appuyée sur ses anciens chars de l'ère soviétique. Elle a également capturé et réutilisé certains des chars russes pendant l'invasion. Le président Zelensky a longtemps supplié les pays alliés d'inclure leurs chars dans le programme d'aide. Mais certains responsables occidentaux se sont montrés prudents, craignant que la Russie, voire la Chine, ne mettent la main sur des technologies militaires occidentales avancées. Moscou est également susceptible de considérer l'introduction de chars occidentaux sur le champ de bataille comme une escalade de la guerre. Et l'OTAN est prête à tout pour ne pas être entraînée plus directement dans cette guerre. Le Challenger 2 est en service dans l'armée britannique depuis 1994 et a été déployé en Bosnie, en Irak et dans d'autres crises. Le don du Royaume-Uni pourrait exercer une pression supplémentaire sur les autres pays de l'OTAN, en particulier les États-Unis et l'Allemagne, qui ont jusqu'à présent résisté à donner leurs propres chars. Outre les Challenger 2, la Grande-Bretagne fournit également à l'Ukraine une trentaine de véhicules d'artillerie appelés AS-90. Il faudra du temps pour former les forces ukrainiennes à l'utilisation des chars et de l'artillerie britannique. Et l'ambassade de Russie à Londres rejette cette évolution. Selon l'ambassade, les Challengers ne sont pas susceptibles de renverser le cours de la guerre. Ils la feront traîner en longueur et seront pris pour cible par les forces russes. Hier, des militants pour le climat ont bloqué un aéroport utilisé pour les jets privés que de nombreux participants au Forum économique mondial empruntent. Ils demandent que les pays riches soient tenus responsables des dommages climatiques et écologiques. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus. 15 membres du mouvement Dette pour le climat se sont suspendus à un poteau en bois improvisé dans le cadre de leur campagne nommée « Faites-leur payer ». Il n'y a pas d'avenir sur une planète morte. Ils ont utilisé des barils pour bloquer l'entrée du hall des arrivées de l'aéroport privé de Saint-Gall Altenrhein en Suisse. Un régime pour la planète, mangez les riches. Le mouvement Dette pour le climat a déclaré, je cite, qu'il vise à tenir les 1% les plus riches représentés à Davos, responsables de la rupture climatique et des dommages écologiques causés par leurs émissions, leurs politiques et leurs investissements extrêmes. Selon un rapport de Greenpeace publié le 13 janvier, l'utilisation de jets privés lors des réunions de Davos de mai 2022 a multiplié par 4 les émissions de carbone par rapport à une semaine moyenne dans la ville. Les participants à l'événement ont été critiqués pour avoir fait avancer l'agenda du changement climatique, tout en ne prenant aucune mesure pour réduire leurs propres émissions excessives. Il est important d'être ici pour montrer quels sont les problèmes du Forum économique mondial. Leurs revendications incluent que les riches paient leurs dettes climatiques par l'annulation inconditionnelle de toutes les dettes extérieures des pays du Sud. Ils demandent également que les pollueurs paient pour les pertes et les dommages qu'ils ont causés dans les pays les plus touchés par la soi-disant crise climatique. De grandes entreprises du secteur de l'énergie dont BP, Chevron et Saudi Aramco figurent parmi les 1500 chefs d'entreprise réunis pour la rencontre annuelle dans la station suisse. Nous voyons que le FEM invite beaucoup d'entreprises qui font du tort. L'un des points à l'ordre du jour sera le passage aux énergies renouvelables. L'auteur Michael Schellenberger a critiqué les énergies renouvelables pour la surface qu'elles occupent. En moyenne, il faut compter 300 à 400 fois plus de terre pour produire la même quantité d'électricité à partir d'une ferme solaire qu'à partir d'une centrale nucléaire ou d'une centrale au gaz naturel. Schellenberger dit qu'il plaisante en disant qu'il n'y a personne de plus éloigné de la nature que les écologistes. Donc, l'environnementalisme est vraiment une sorte de fantasme de la classe moyenne supérieure sur une réalité future. On le compare parfois à une sorte de nouveau socialisme. Je pense qu'il y a un peu de ça. La réunion annuelle des dirigeants commerciaux et politiques mondiaux doit se terminer le 20 janvier.
Daniel Monaghan, NTD Actualité. La Chine a publié de nouveaux chiffres sur les décès liés au Covid. Selon ces chiffres, près de 60 000 personnes sont mortes dans les hôpitaux depuis la fin de la politique du zéro Covid. Cette politique a été démantelée au début du mois de décembre, mais de nombreux experts sont sceptiques quant aux données officielles du pays. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur la situation actuelle du Covid en Chine. Les chiffres officiels de la Chine sont en forte augmentation par rapport aux chiffres précédemment communiqués. Mais de nombreux experts critiquent le manque de transparence du pays concernant la pandémie et pensent que les chiffres ont été largement sous-estimés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Chine sous-déclare largement les décès dus au Covid. Les autorités chinoises ont signalé 5 décès ou moins par jour au cours du mois dernier. La Chine prétendait auparavant avoir l'un des taux de mortalité les plus bas du monde, avec un peu plus de 5000 décès depuis le début de la pandémie. Ces chiffres sont en contradiction avec de longues files d'attente dans les centres funéraires et les sacs mortuaires sortant des hôpitaux bondés. Cela contraste aussi fortement avec les États-Unis, où les chiffres sont 800 fois plus élevés. La Chine a récemment modifié la façon dont elle enregistre les décès liés au Covid, pour n'inclure que les personnes décédées d'une insuffisance respiratoire ou d'une pneumonie après un test positif. Airfinity, une société d'analyse de la santé basée au Royaume-Uni, estime à environ 3 millions le nombre de nouveaux cas par jour et à près de 20 000 le nombre de décès quotidiens. Elle estime que la Chine a enregistré plus de 44 millions de cas depuis le 1er décembre. Selon elle, la Chine a probablement connu son premier pic de nouvelles infections la semaine dernière, avec environ 3,7 millions de cas en un jour. L'entreprise s'attend à ce que le nombre de décès quotidiens atteigne 25 000 dans les semaines à venir. Airfinity dit baser ses estimations sur les données de provinces régionales de Chine, avant les récents changements apportés au système de déclaration du pays. La société d'analyse combine ces données avec les taux d'augmentation des cas observés dans des pays ayant adopté des mesures de confinement strictes, comme Hong Kong et le Japon lors de la première levée des restrictions. Un deuxième pic est attendu au début du mois de mars, avec des cas quotidiens qui devraient atteindre 4,2 millions par jour. Selon une étude de l'Université de Pékin, quelques 900 millions de personnes ont été infectées en Chine. Cela signifie que 64% de la population du pays a été ou est porteuse du virus. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Et pour terminer, allons faire un tour en Afrique du Sud, où un vignoble utilise une armée de canards contre les parasites. Les canards se régalent et les vignes sont bien gardées. Voici le personnel d'un vignoble de Stellenbosch, ville viticole d'Afrique du Sud. Cette armée d'environ 500 canards, appelés coureurs indiens, a un goût prononcé pour les escargots. Et c'est utile si vous voulez préserver vos vignes des parasites. Corius Visser, directeur général du domaine viticole Vergenau-Lau, explique que les canards aident le vignoble à éviter les pesticides et les engrais de synthèse. Et cette race est particulièrement adaptée à cette tâche. Ils ne se dandinent pas comme les canards normaux, ils marchent, ils ont une posture droite et leur long cou les aide à manger les escargots dans les vignobles. Quand ils sont là-haut, entre les feuilles, ils peuvent les atteindre et les manger. En plus de la lutte naturelle contre les parasites, les canards offrent également un divertissement aux touristes comme Merle Holdsworth. C'est étonnant de voir comment ils se comportent, marchent en rang, et on dirait qu'ils sont dans l'armée ou autre. Visser affirme que les coureurs indiens sont très faciles à dresser et qu'ils s'habituent rapidement à leur routine. Ils connaissent leur chemin, dit-il, pour retourner chaque soir aux enclos, où ils reçoivent de la nourriture supplémentaire pour oiseaux. Et après une journée de festin dans le vignoble, il y a un autre avantage. Leur fumier, riche en nutriments, constitue un excellent engrais, une autre façon pour le domaine d'être aussi durable que possible. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.